Donc, c'est parti. Donc, re-bienvenue à tous. Aujourd'hui, présentation sur, comme je disais, le phosphore et l'azote. Ce sont deux éléments dont on entend beaucoup parler quand il est question de protection des lacs. Donc, c'est parti. Petit plan de la présentation d'aujourd'hui. Je vais vous dire un peu pourquoi on parle surtout de l'azote et du phosphore et encore plus particulièrement du phosphore. Puis, je vais parler un peu des deux séparément, parler du cas des installations septiques et qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer les apports de phosphore et d'azote dans nos lacs. Et ensuite, on va avoir une période de questions et de discussions. Donc, pourquoi on parle surtout d'azote et de phosphore? C'est que ce sont deux éléments essentiels à la croissance des plantes et des algues. Donc, ce sont un peu les engrais des plantes et des algues. Hein? C'est pas compliqué. Attendez un petit peu, je vais juste arranger quelque chose. OK, c'est beau. Donc, c'est des nutriments limitants, c'est-à-dire qu'en conditions normales, l'azote et le phosphore ne vont pas être en quantité suffisante pour qu'on ait des blooms de plantes et d'algues, qu'on ait des méga productions de ces plantes-là, des plantes. Ce que vous voyez dans le tableau, en fait, c'est les besoins des différents éléments nutritifs pour les végétaux et la disponibilité moyenne dans le milieu aquatique. Et le rapport besoin-disponibilité. Donc, pour l'azote, il y a 30 000 fois plus de besoin que de disponibilité de l'azote. Et pour le phosphore, il y en a 80 000 fois plus de besoin que de disponibilité. C'est pour ça qu'on va souvent aussi vous parler plus du phosphore que de l'azote, parce que si on diminue la quantité de phosphore disponible dans un milieu, ben, en même temps, ça va faire qu'il est moins disponible. Puis déjà, fait que l'azote, qui en a plus, le phosphore, il y en aura moins. Fait que les plantes, ils ont besoin du phosphore, ils ne pousseront pas plus. Puis on agit souvent, en agissant sur le phosphore, on agit aussi de manière en même temps sur l'azote. Donc, plus il y a d'azote et de phosphore dans le milieu, plus il y a de matière organique qui va être produite. Et en fait, de façon combinée, c'est l'effet sur la croissance des plantes est plus complet qu'un ou l'autre ajouté. Donc, comme d'autres affaires, 1 plus 1 égale 3 dans l'effet du phosphore et de l'azote. Quand on en rajoute des deux en même temps, c'est plus important que si on rajoutait juste de l'azote ou juste du phosphore. Le phosphore, ben, on l'entend tout le temps, c'est la principale cause de l'eutrophisation des lacs. En fait, c'est l'apport anthropique de phosphore, mais aussi l'apport d'azote. Mais comme je vous explique, on parle surtout de phosphore parce qu'il est plus limitant que l'azote. Donc, si on limite l'apport de phosphore, on affecte déjà beaucoup la croissance végétale et on joue beaucoup aussi sur l'apport d'azote. L'azote, voici le cycle naturel simplifié. Je ne vous l'expliquerai pas tout. En gros, l'azote, d'où ça vient? Ça vient en gros de l'atmosphère et de ce qu'il y a dans l'eau, c'est du gaz. N2, c'est un gaz. Puis de l'ammoniac, nitrite, nitrate et des transformations en ion ammonium. Ça vient des excréments, des transformations faites par les bactéries, des matières organiques mortes qui se transforment en sédiments. Donc, l'azote est emmagasiné dans les sédiments. Je n'irai pas plus loin, parce que sinon ça devient trop compliqué. Parce qu'en fait, en réalité, le cycle est beaucoup plus compliqué que ça. Les sources anthropiques d'azote, c'est où que nous, on va jouer sur le cycle, qui est le cycle naturel qui est en équilibre. Mais nous, par nos apports anthropiques d'azote, c'est les engrais, les fumiers, les lisiers, les installations septiques, donc beaucoup d'ammoniac et des nitrates. Donc, on vient déséquilibrer ce cycle-là en ajoutant de l'ammoniac et du nitrate dans les milieux naturels. Au niveau du phosphore,
Le phosphore, à la base, va provenir de l'érosion des roches, puis il va être utilisé par les plantes et les algues, consommé ensuite par les animaux, rejeté de matière, par les excréments, par la matière organique morte, se retrouve dans les sédiments. Les sédiments, ben, les plantes l'utilisent, sont remis en suspension, ça nourrit tout ça. Donc, ça, c'est un cycle simplifié aussi du phosphore. Nos activités humaines vont jouer vraiment à la source, donc l'apport d'engrais, fumier, lisier contiennent du phosphore, les installations septiques aussi rejettent du phosphore, les produits nettoyants contenant des phosphates et aussi l'apport de sédiments qui sont apportés vers le lac contiennent des phosphores. Et aussi, quand on a des activités qui font que les sédiments sont remis en suspension dans le fond du lac, par exemple par de la navigation en faible profondeur, entre haute vitesse ou de l'arrachage de plantes, ça remet en suspension ces sédiments-là, donc ça rend disponible le phosphore. Maintenant, le cas des installations septiques, il y en a déjà que je leur ai... Il y en a qui sont un peu au courant, je leur en ai déjà parlé, je pense même on en a mentionné il y a 2 semaines. Une installation septique standard avec champ d'épuration. Tu sais, on a la fosse, on a le champ d'épuration, on a la fosse, on a l'écoflow, le champ d'épuration. Ce n'est pas fait pour retenir le phosphore et l'azote. Les installations septiques, les normes qui ont à respecter, c'est au niveau de la santé humaine et non de la santé des lacs. Donc, ça fait que ça retient les coliformes fécaux particulièrement. L'idée, c'est que c'est le sol qui va tenir le rôle qui va retenir le phosphore et l'azote. C'est le sol qui va faire ce traitement-là. Mais pour retenir le phosphore et l'azote, ça va dépendre de sa nature, de la nature, la perméabilité du sol, donc comment l'eau peut se promener dedans, la nappe phréatique, si elle est proche ou loin du champ d'épuration, la saturation du sol en eau et en phosphore aussi, parce que le sol capte le phosphore, mais à un moment donné, il sature en phosphore. Tu sais, le phosphore s'accumule là, donc à un moment donné, il peut devenir saturé en phosphore. Et la distance par rapport au lac. On va y revenir à la prochaine diapo. Selon des études qui ont été faites au Canada, les installations septiques et le sol qui reçoit les eaux des champs d'épuration retiennent en moyenne 72 du phosphore et 40 de l'azote, ce qui fait que tout le reste se retrouve dans les cours d'eau et les lacs. Quand on parlait de la distance par rapport de l'élément épurateur par rapport au réseau hydrographique, c'est de dire que, en fait, ça, c'est de manière générale, en moyenne, selon plusieurs études. Donc, c'est pas à 301 mètres, on est correct, mais c'est pour vous montrer que, en fait, idéalement, pour qu'il n'y ait aucun phosphore ou azote qui est rejeté par les installations septiques et qui se retrouve dans un lac, il faut qu'il soit à plus de 300 mètres de tout lac ou cours d'eau qui se jette dans ce lac-là. 300 mètres, je crois que vous avez une idée très bien que 300 mètres, ça comprend à peu près toutes les résidences qui sont sur le bord de vos lacs. Donc, on est un petit peu mal pris avec ça. Je sais qu'il y a bien des fois, quand j'en parle à certaines associations de lacs, c'est un petit peu désespéré quand on voit ça. Mais c'est la réalité. Comme je vous dis, les installations septiques, les normes qui sont mises par le gouvernement, c'est pour traiter les coliformes fécaux et non le phosphore. Idéalement, pour vraiment retenir le phosphore et l'azote de nos installations septiques, ça serait autre que d'être tout le monde plugué sur le réseau d'égouts municipal, là, on s'entend. Le meilleur, c'est le réseau d'égouts municipal. Ce sont des installations septiques à vidange périodique ou vidange totale, ce qu'on appelle les fosses scellées.
Donc, vidange périodique, on a une première fosse de rétention, fosse scellée pour les eaux des toilettes, et une fosse avec champ d'épuration pour les eaux grises, donc les eaux de la douche, de la cuisine et ces choses-là. Si on s'assure de ne pas utiliser de produits nettoyants, si on s'assure d'utiliser des produits nettoyants qui ne contiennent pas de phosphate, bien, on sait qu'à ce moment-là, on ne rejettera pas de phosphore. Parce que le phosphore qu'on rejette dans les installations septiques provient vraiment de nos excréments, finalement. Vidange totale, c'est seulement une fosse de rétention. Mais ça implique des vidanges régulières. Ce n'est pas comme les fosses traditionnelles avec champ d'épuration qu'on vide aux 2 ans pour une résidence principale ou aux 4 ans pour les résidences secondaires. Ça peut être plusieurs fois par année. Puis, selon la réglementation en vigueur dans la province, c'est pas autorisé automatiquement ce type d'installation-là. C'est vraiment si notre terrain, on ne peut pas mettre autre chose. Eux autres, ce n'est pas la première chose sur laquelle il va nous permettre d'aller. Quand vous appelez vous devez refaire votre installation septique, vous appelez un installateur, un entrepreneur, il va faire tous les tests de sol. Ça, ce n'est pas la première chose qu'il va vous proposer parce que la réglementation ne lui permet pas. Puis aussi, en fait, je reviens un peu pour la vidange régulière des fosses de rétention. Maintenant, ils ont pas mal toutes des alarmes de niveau, donc pour vous avertir quand c'est le temps de la vidanger. Donc, on a une belle alarme qui sonne dans la maison. Un autre système qui existe, c'est une installation septique avec un système tertiaire. Donc, c'est un système qui va permettre le traitement du phosphore ou des coliformes fécaux. C'est un système qui peut être quand même assez dispendieux et qui demande des entretiens quand même réguliers et des surveillances là, assez fréquentes. Il y a des municipalités. Il y a une municipalité en particulier, c'était le lac Dion à Saint-Damien-de-Buckland. Il était venu faire une présentation, je crois, en 2018 à la rencontre annuelle des lacs. Il avait expliqué comment eux autres avaient demandé un décret ministériel au gouvernement pour pouvoir avoir une dérogation et autoriser les installations septiques à vidange périodique autour de leur lac. Donc, c'était une démarche qui avait été faite par la municipalité. Et en fait, tous les citoyens ont signé une lettre dans laquelle ils disaient qu'ils s'engageaient à installer ces fosses-là, ce type de fosses-là, si le décret passait. C'est pas encore... il y a d'autres municipalités qui seraient intéressées à le faire. On a déjà mentionné au ministère les OBV, que ça serait peut-être pertinent de permettre de façon plus ouverte, si on veut, ce type de fosse-là autour des lacs. Mais c'est ça, c'est politique, c'est administratif, c'est toujours long. Donc, on se dit qu'à force de leur demander, peut-être qu'ils vont finir par comprendre. Parce que c'est une des sources de phosphore là, qui a à moins de déplacer toutes les maisons qui sont sur les bords des lacs, puis ça m'étonnerait que le monde veuille se déplacer de plus de 300 mètres. Ça va être une source qui va toujours être là. J'ai l'air de vous décourager, mais je ne sais pas ça, je peux faire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer les apports de phosphore et d'azote? Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce beau petit schéma-là que je vous avais présenté la semaine passée. Rapidement, quoi faire? Moi, je vais toujours vous le dire, on travaille sur les causes. Et dans le cas du phosphore et de l'azote, quand on est dans le sujet du phosphore et de l'azote, c'est tout ce que j'ai encadré en rouge, là, ça touche à ça. Parmi les causes des problématiques principales qu'on peut rencontrer dans les lacs au Québec, ça touche à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
Et là, je vais y aller plus dans le détail. Bon, on l'a dit, quoi faire? Utiliser des installations septiques à vidange périodique, blablabla. Donc, je n'irai pas plus loin, ça va permettre de diminuer l'apport de phosphore. Autre chose qu'on peut faire, protéger les milieux humides. Il y a plusieurs types de milieux humides qui vont intercepter les sédiments qui sont transportés par les eaux de ruissellement et qui vont capter aussi les nutriments par les plantes qui sont présentes dans qui sont présentes dans les eaux de ruissellement ou dans l'eau. Donc, ça va diminuer l'apport de sédiments et diminuer l'apport de phosphore et d'azote. La fameuse bande riveraine, on n'y échappe pas. Une bande riveraine avec les 3 strates. 3 strates, on s'en rappelle, herbacées, arbustes, arbres. C'est pas juste des fleurs, une bande riveraine. C'est 3 types de plantes parce que ça va encore mieux capter les nutriments et les sédiments. En fait, les différents rôles de la bande riveraine, on les retrouve dans ce beau petit dessin. Une bande riveraine, ça va faire de la rétention de l'eau, donc lui permettre de mieux s'infiltrer dans le sol quand on a de l'eau de ruissellement. Ça va aussi permettre de filtrer les eaux qui se promènent dans le sol, donc capter l'azote et le phosphore avant que ça arrive dans le lac. Et aussi, en plus, ça va permettre de protéger le sol, les rives contre l'érosion. Donc, moins de sédiments encore qui se retrouvent dans le lac. Et quand on parle de protéger contre l'érosion, c'est à cause des racines. Hein, les racines permettent de retenir le sol. Faut donc des racines qui vont assez profond. Une bande riveraine en haie de cèdre, ça ne retient pas bien le sol. Je me suis déjà fait demander, on peut-tu faire une haie de cèdre en bande riveraine? L'affaire avec les conifères et les cèdres, c'est que les racines ne vont pas assez profond. Il faut quand même de la racine qui va loin. Là, fait que favoriser plus les feuilles. Vous pouvez avoir 1 ou 2 conifères ou 1 ou 2 cèdres, mais pas juste ça. Ça ne retiendra pas comme il faut. Les bandes riveraines vont aussi servir d'habitat pour, entre autres, les canards ou les poissons là, pour les végétaux qui sont plus dans l'eau. Et ça va offrir de l'ombrage sur l'eau, donc faire que l'eau est plus froide et il y a certains poissons qui ont besoin d'ombrage. Ceux qui ont des problèmes de bernache, des fois ça arrive, ils ont des bernaches qui viennent sur leur terrain, ça bouffe tout, ça fait des belles grosses crottes. Les bernaches, s'ils aiment aller dans les champs, dans les terrains ouverts, c'est parce qu'ils peuvent voir les prédateurs venir de loin. S'il y a une bande riveraine, s'il y a des arbustes, s'il y a des arbres, pour les bernaches, ça va faire, j'ai des prédateurs qui peuvent se cacher là-dedans, fait que j'irai pas. Parce qu'il y a des gens qui m'ont déjà dit, hey, en fait, j'avais des bernaches, mais depuis que j'ai une bande riveraine, il n'y en a plus. Ou il y en a beaucoup moins qui viennent sur mon terrain. Donc, c'est quand même un bon argument aussi. Là, je sais qu'il y a certains lacs qui peuvent avoir des problèmes de bernache. Donc, c'est ça. C'est tout simplement dans la biologie de la bernache pour se protéger. Elle n'ira pas proche d'un bosquet d'arbres ou d'arbustes parce que les prédateurs peuvent se cacher là. S'il y en a qui cherchent des arguments pour convaincre des gens de se mettre des bandes riveraines, ça peut être un autre argument. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour diminuer les apports de phosphore et d'azote dans notre lac? Il y a réglementé la navigation, soit la vitesse ou la force des moteurs. Parce que ça va permettre de diminuer l'érosion des berges, donc l'apport de sédiments dans le lac, ou diminuer le brassage des sédiments aussi qui va permettre de diminuer cet apport-là. Réglementer la navigation, ce n'est pas évident parce que c'est de compétence fédérale. Il y en a qui ont peut-être déjà passé par là. Il y en a, ça fait longtemps que ça a été fait.
En fait, c'est que la municipalité doit faire une demande mais en fait, on a eu une présentation en 2019 là-dessus par une responsable au ministère des Transports au fédéral. Donc, c'est la municipalité qui doit faire la demande et qui doit faire la preuve qu'il y a eu beaucoup d'autres actions qui ont été posées pour protéger le lac. Donc, de la sensibilisation, ou des fois, ça peut être un cahier, un engagement moral ou un cahier du propriétaire, ou des choses comme ça. Il ne faut pas que ça soit légal. C'est pas vous allez recevoir des amendes. Réglementer la navigation, qui est d'avoir des limites de vitesse sur lesquelles vous pouvez avoir des amendes quand la SQ est sur votre lac, en passant. Ça, c'est quand même un processus très compliqué. Mais si vous pouvez faire avant plus de la sensibilisation ou comme je disais justement, un cahier du propriétaire ou des genre contrats moraux ou quelque chose comme ça. Rien de, comme je dis, qui est trop légal ou je ne veux pas me lancer dans les trucs plus d'avocat. C'est ça. Il faut commencer par d'autres choses là, avant de vouloir faire vraiment de la réglementation. Petite expérience, c'est ça. Donc, on a découvert au lac Mégantic, en fait, il y a quelques années, qu'il existait déjà une réglementation. Donc, des fois, vous faites des petites recherches, peut-être qu'il en existe déjà une pour votre lac. Parce qu'à lac Mégantic, on avait comme une idée qu'il y en avait peut-être une, mais on n'avait pas les détails, fait qu'on l'a trouvé. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la réglementation fédérale, quand la réglementation est ajoutée dans le règlement fédéral, là, il y a des articles qui sont ajoutés, il n'y a pas de carte. C'est vraiment des repères, des points géomatiques, et donc des fois, on n'est juste pas au courant parce que ça n'a jamais été cartographié puis ça n'a jamais été rendu public. Donc, vous pouvez checker un peu là, s'il y en a. Autre chose qu'on peut faire autour de son lac, interdire l'utilisation d'engrais. C'est sûr que, bon, interdire, ça va être vraiment des règlements municipaux. En tant qu'association de lac, vous ne pouvez peut-être pas le faire vous-même, mais vous pouvez au moins commencer par de la sensibilisation et peut-être des pressions auprès de votre municipalité. Pardon. Sensibiliser les riverains à cesser l'utilisation de produits nettoyants avec phosphate. Aujourd'hui, il y a beaucoup de produits nettoyants sans phosphate. C'est quand même généralement assez facile à trouver. C'est souvent indiqué sur la bouteille. Puis souvent, les produits plus verts, écolos, ils n'en ont pas. Vous pouvez checker la liste d'ingrédients. Si c'est écrit phosphore, phosphate dans la liste d'ingrédients, c'est qu'il y en a. On ne le prend pas. Il y a des marques québécoises, là, tu sais, Hertel, ça a toujours été sans phosphate. Je crois qu'Attitude aussi, c'est sans phosphate pour tous leurs produits aussi. Donc, je ne vais pas faire trop de pub, mais il y en a en masse qui existent. Puis, ça lave tout aussi bien que tout autre produit qui contient du phosphate. Ça, c'est... Je ne sais pas pourquoi il y en a qui pensent que ça nettoie moins bien, mais ça nettoie tout aussi bien. Puis, on a une autre action qu'on peut faire qui concerne l'arrachage des plantes aquatiques. En fait, c'est de l'encadrer ou tout simplement de ne pas le faire. En fait, si normalement, je vous le dis, de faire de l'arrachage de plantes aquatiques, surtout sur des grandes superficies, nécessite un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement et du ministère de la Faune. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous devriez faire de toute façon. Mais il y en a, je sais, qui vont arracher des fois quelques plants autour de leur terrain pour pouvoir avoir une belle eau pour se baigner. Mais il faut savoir que ça crée du brassage de sédiments et donc ça remet le phosphore en suspension.
Quoi faire d'autre? En fait, là, je vais vous parler plus de gestion des eaux de ruissellement et des eaux de pluie. Donc, l'idée ici, ça va être de capter, d'intercepter les eaux de ruissellement pour pouvoir faire que les sédiments qui sont transportés par ces sédiments-là, par ces eaux-là, se déposent avant d'arriver au lac et aussi pour filtrer les nutriments qui sont contenus dans l'eau. Et aussi, ça diminue le réchauffement de l'eau qui augmente l'eutrophisation du lac. En fait, je vais aller plus dans les détails. Ceux qui étaient là en 2019 peuvent peut-être se rappeler un peu ce que j'avais déjà présenté. Donc, gestion des eaux de pluie. Une des premières choses qui est vraiment pas compliquée à faire, des collecteurs d'eau pluviale, les barils de pluie qu'on voit que des fois IGA va donner ou va vendre pour 20$, 25$. On les met sur le bord de notre maison, on met notre gouttière qui s'en va dedans. Ça récupère l'eau qui coule sur le toit de maison. Vous pouvez les mettre aussi sur les toits de cabanon. 60% des eaux de ruissellement proviennent des toits de maison. Donc, ça va capter beaucoup d'eau. Vous pouvez ensuite vous servir de cette eau-là pour arroser les plates-bandes et le gazon. Laver la voiture si vous enlevez les petits cailloux qu'il peut y avoir dedans. S'il y a des restrictions d'arrosage en pleine sécheresse durant l'été, ben, les restrictions d'arrosage, c'est ce qui vient du réseau d'aqueduc. Fait que vous pouvez utiliser l'eau qui est dans vos barils de pluie pour ça. Si vous avez un toit en bardeau d'asphalte, par exemple, c'est pas recommandé d'utiliser cette eau-là pour votre jardin avec des légumes ou des fruits parce qu'il y a quand même des hydrocarbures dans tout ce qui compose les bardeaux d'asphalte. Donc, n'utilisez pas ça pour ce qui va être consommé pour manger. Juste un exemple, mes parents, ils en ont, c'est quasiment ces 4 coins de la maison, de ces barils de pluie-là. Mon père, il n'est pas très tuyau d'arrosage ou arrosoir. Lui, il a des tuyaux suintants tout le long de ses plates-bandes. Vous voyez là, les tuyaux que l'eau fait juste suinter par, là, tu sais. Mais il a mis son baril de pluie assez haut, il l'a monté un peu pour que la pression d'eau passe à travers tous ses tuyaux et arrose ses plates-bandes. Fait que lui, il fait juste ouvrir le robinet, puis il revient 10-15 minutes plus tard, puis toutes ses plates-bandes sont fermées, sont arrosées. Donc, c'est assez facile de remplacer son boyau d'arrosage par un baril de pluie. Et c'est le plus simple. D'autres façons de faire de gestion des eaux de pluie ou de la biorétention des eaux de pluie. Là, je parle de pluie, mais ça peut être aussi les eaux de fonte aussi au printemps. Donc, on a ce qu'on appelle la bande filtrante qui est composée, qui est en pente et qui est composée d'arbres et d'arbustes. L'eau, l'idée, c'est de filtrer, contrôler l'eau qui provient de pente, retient les particules en suspension. Donc, on voit ici la maison. Il y a une bande filtrante qui va distribuer l'eau ici, ensuite, dans un jardin d'eau de pluie. C'est comme un pré-traitement. On a aussi la noue, qui est comme un fossé, mais beaucoup moins profond qu'un fossé, finalement, et qui va être généralement végétalisé, donc avec des végétaux, des végétaux qui vont être capables de supporter autant l'eau que la sécheresse, parce qu'il y a une partie de l'été qui n'aura pas d'eau. Puis cette noue-là, elle va emmagasiner temporairement l'eau de ruissellement quand il y a des grosses pluies. Puis elle va aussi permettre de rediriger cette eau-là vers un autre milieu qui n'a pas pu s'infiltrer dans le sol, donc un jardin de pluie, par exemple. Ça va faire que les particules, les matières en suspension qui sont transportées par l'eau de ruissellement vont être retenues et filtrées dans la noue et ça va ralentir l'eau. Ça, des noues, je m'en suis faite sur mon terrain personnellement. Je n'habite pas sur le bord d'un lac, mais j'ai un terrain qui est en pente de 15%, donc, et qui va vers la maison. Donc, quand il pleut
ou quand ça fond au printemps, moi, mon sous-sol qui est en pierre, j'ai des infiltrations d'eau dans mon sous-sol. Mais elle n'a pas coûté cher, ma maison. Mais je me suis fait des nœuds avant la maison, de ce qui arrive du terrain en pente en arrière, pour que justement cette eau-là, une bonne partie de l'eau soit captée par l'anneau et redirigée par le fossé qui est à côté. Et là, en plus, comme j'ai fait faire mon installation septique l'an passé, et oui, mon terrain, c'est pas encore du gaz, c'est pas encore de l'herbe, c'est de la terre en masse. Fait que toute cette terre-là coulait aussi quand il pleuvait et ça s'est pris dans ma noue. En fait, j'ai dû vider ma noue quelques fois parce qu'elle captait tous ces sédiments-là, mais ça faisait que ça n'allait pas dans le fossé ou ça n'allait pas dans le bas de mon entrée. Puis ça Kennedy. Parce que moi, je suis sur la Kennedy. Donc, ça n'allait pas remplir la Kennedy de sédiments. Donc, c'est à ça que ça peut servir une noue. Finalement, il y a le jardin de pluie qu'on peut avoir aussi. Donc, un jardin de pluie, c'est vraiment une cuvette peu profonde et qu'on va aménager. Une cuvette qui est perméable, donc qui va permettre à l'eau de s'infiltrer dans le sol. Et on va pouvoir l'aménager avec des plantes aussi à ce moment-là qui peuvent subir de l'eau et des sécheresses. Selon certaines données, là, ça permet de quand même l'infiltration de 30% plus d'eau que juste du gazon. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que du gazon tout court, c'est souvent considéré quasiment comme imperméable. Oui, il y a une partie de l'eau qui s'infiltre dans le gazon, mais il y a une grosse partie qui coule dessus. Puis c'est quasiment comme de l'asphalte des fois. Là. Donc, surtout des gazons très, très, très denses, là, des gazons de golf. Donc, un jardin de pluie, le mettre, nos terrains sont rarement bien, bien plats. Là. Donc, mettre son jardin de pluie à l'endroit où l'eau se dirige, ben, ça permet de faire que cette eau-là va se retrouver plus facilement dans le sol. Ça demande de bien observer son terrain pour faire ce type d'aménagement-là. Comme je dis, je l'ai fait sur mon terrain. Mais c'est de vraiment regarder quand il y a des grosses pluies, là, vous pouvez sortir puis regarder vers où l'eau se dirige. Puis l'eau, elle vous le dit où elle s'en va, puis elle vous le dit c'est où le meilleur endroit. Puis à cet endroit-là, vous pouvez aménager des structures, des jardins de pluie, des choses comme ça pour retenir cette eau-là avant justement qu'elle aille dans le lac. Donc ça, c'est juste pour vous montrer un peu un aménagement qui peut être fait de rétention des eaux de pluie, mais en fait, un aménagement, une multitude d'aménagements qui peuvent être faits. Puis, il y a d'autres choses dont je n'ai pas parlé, comme avoir dans son entrée des pavés perméables au lieu de juste de l'asphalte. Donc, qui va permettre de faire que l'eau s'infiltre dans votre entrée d'auto au lieu qu'elle coule dessus jusqu'à un autre endroit. Ou sinon, si ce n'est pas possible, faire que l'eau de cette entrée-là s'en aille, mettons, dans un fossé ou dans un jardin d'eau de pluie. Donc, c'est une multitude d'éléments qu'on peut faire. Finalement, ce qu'on peut faire aussi, c'est au niveau des fossés. Bon, ça relève beaucoup du niveau municipal, là, les fossés, ou même provincial pour les fossés des routes à numéros. Il y a l'utilisation de la méthode du tiers inférieur pour l'entretien des fossés. Ça, c'est quand ils vont creuser, quand ils nettoient les fossés. C'est qu'ils vident un peu. C'est encore pas bien appliqué partout. Des fois, vous allez voir le fossé, là, ils ont tout arraché de haut en bas. Ils ont tout enlevé. Ça, c'est que dès qu'il pleut, ça ramène tous les sédiments qui sont là. Ça ramène les fossés, ça s'en va tout dans le réseau hydrographique. Ça va tout dans des cours d'eau, dans des lacs, fait que ça transporte des sédiments. Dans les fossés, on peut aussi aménager des zones de sédimentation, des bassins de rétention, des dégrilleurs, ces choses-là. Encore une fois, c'est vraiment au niveau de la municipalité
qu'il faut voir ça, là. Allez pas en faire un vous-même dans un fossé municipal. Mais c'est le genre d'aménagement qui peut être fait. Justement, au lac des 3000, ils en ont fait quelques-uns, si je me souviens bien. Vous pourrez toujours en parler tantôt. Puis, il y a aussi limiter la tonte dans les fossés. Vous voyez la photo en haut à droite. C'est un fossé. Lui, en fait, il n'est pas juste limité la tonte qui a été aménagée. Mais le fait d'avoir de la végétation dans les fossés, ça fait que ça ralentit l'eau. Ça fait que l'eau a le temps de déposer ses sédiments et d'être filtrée. Et ça permet aux végétaux aussi de capter l'azote et le phosphore qu'il y a dans l'eau avant que cette eau-là se retrouve dans le réseau hydrographique. Et puis, ça fait joli. Moi, je trouve que ça fait joli. Il y en a qui vont dire « Ah ouais, mais ça fait pas propre des fossés pleins de végétaux. » Mais moi, je trouve ça beau des fleurs, c'est plein de couleurs. Vous n'avez pas vu ma maison comme elle est colorée encore. C'est ça.